Madame, monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver pour match après match. Comme tous les lundis, nous allons passer en revue une partie de l'actualité football de la semaine écoulée. Un ancien joueur au milieu d'une nuée de journalistes, mais quelle responsabilité, quel courage. Bonsoir Paulo Diogo. Bonsoir. Bienvenue sur notre nouveau plateau. Laurent Ducret de l'agence Keystone ATS nous a rejoint. Bonsoir Laurent, tout comme d'ailleurs Tim Guimain de Sport Center. Et pour compléter cette équipe des Forts en Gueule, on a un produit local, c'est évidemment Laurent Antonioli. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Match après match, une émission qui ne vous proposera pas aujourd'hui l'éternel poisson d'avril qui ne fait plus rire d'ailleurs personne, surtout que le président Bingli nous l'a déjà proposé il y a quelques jours. Messieurs, si j'en crois vos confrères du Blick, Neuchâtel Xamax est foutu. 20 minutes et le matin sont quand même un peu plus mesurés, mais quelle mouche a pu piquer Christian Bingli qui se sépare de Stéphane Anchaud à la fin de la saison. Principal grief, pas sûr que l'entraîneur soit capable de développer les jeunes. Annonce qui tombe mal lorsqu'il s'agit de sauver le club de la relégation. Est-ce que l'on peut parler, malgré la victoire de ce week-end, d'un autobut? Je vous écoute. Non, et moi je ne pense pas que c'est un grief contre Stéphane Anchaud. Je pense qu'il avait choisi Joël Magnan depuis longtemps. Il a décidé de donner une nouvelle orientation à son club. Il l'a donné, et voilà. Il ne faut pas avoir de cette décision une décision anti-Anchaud, même s'il la prend comme ça. C'est normal qu'il soit déçu, Stéphane Anchaud. Il fait les points, il fait le boulot, mais que Xamax prend une nouvelle orientation sans lui. Ma foi, tout le monde doit l'accepter. Autobut, je ne sais pas. Il ne s'est pas trompé, Christian Bingli, en donnant l'équipe à Stéphane Anchaud. Question de timing. Bon, le président, il dit le timing, c'est jamais un bon timing, quel que soit le moment de la saison. Le timing, c'est pas lui qui l'a choisi, la communication. Elle lui a été imposée. Par qui? C'est lui le président? Oui, mais il y a des médias qui allaient sortir l'information. Et lui, il ne voulait pas qu'elle sorte à ce moment-là. Très franchement, est-ce qu'on peut juger Stéphane Anchaud sur son passé d'entraîneur de junior qu'il n'a jamais eu finalement? Non, on ne peut pas le juger sur un pas. On ne peut pas dire que Stéphane Anchaud n'est pas un grand formateur parce que on n'en sait rien. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Stéphane Anchaud, ce qu'il est en train de réaliser depuis un mois et demi à la tête de Xamax, inspire un énorme respect. Il a gagné 4 matchs. Il est en train de sauver le club. Il a peut-être une possibilité d'éviter le barrage pour assurer sa place en Super League. Et personne n'aurait prédit un tel parcours de Neuchâtel Xamax il y a un mois et demi. Bon, ce qui est intéressant, c'est que Stéphane Anchaud, il a aussi travaillé avec des jeunes. Du côté de Xamax, Singer, il l'a amené en première équipe. C'est en plus un défenseur, donc il travaille avec lui. Et il y a Texera, qui était aussi là en première équipe de Xamax. Il a actuellement Pouloulou, qui arrive de IB, qui est aussi un jeune joueur avec lequel il travaille actuellement. Et puis à l'inverse, on peut aussi se dire, OK, il n'a pas l'expérience des jeunes, mais quelle est l'expérience de Joël Magnan à la tête de professionnel? Puisqu'il a fait que de la formation avec des jeunes. Alors bien sûr, c'est le nouveau créneau de Xamax, c'est de partir sur un club jeune. Moi, la chose qui me fait peur, c'est qu'il veut faire le modèle tournoi, ce qui est un bon modèle, mais avec un très bon directeur sportif. Le problème, c'est que les jeunes, il faut les trouver. Et je ne sais pas si Xamax et tous, entre guillemets, qui vont avoir le même modèle, vont trouver assez de qualité de jeunes pour être bons en Super League sur le long terme. Paulo Diogo, quelle était votre première réaction en apprenant la nouvelle? J'étais un petit peu surpris. Après, je ne sais pas, les jeunes, s'ils peuvent faire quelque chose, je pense que voilà, il aurait fallu lui donner sa chance. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est l'homme de la situation à Neuchâtel. En tout cas, on le voit, hein, ça peut faire débat. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag TCBAM, c'est sur Twitter ou sur notre page Facebook Téléclub Sport Romandie. Sur ce, place à l'équipe de Suisse. Alors j'en profite. Aujourd'hui, comme j'ai des gens de lettres avec moi, j'ai ressorti une phrase d'Eugène Labiche. La jeunesse n'a qu'un temps. Ça s'applique plutôt bien, je pense, à l'équipe de Suisse qui a encore beaucoup à apprendre. Un avis partagé d'ailleurs cette semaine par notre coupeur de citron favori. Hey! Cette semaine, c'était la trêve internationale. Le 23 mars, il y a le défenseur suisse, Fabian Schär. Il a fini inconscient après un choc à la tête et il a quand même terminé son match. La gestion des commotions cérébrales dans le football est-elle dangereuse? Eh ben, je pense que oui. Regardez Ribéry et Evra. Un autre exemple, Gérard Piqué, le défenseur du FC Barcelone, a chauffé l'Espagnol Barcelone en disant « Mon patrimoine, j'ai plus que le budget de l'Espagnol cette année. Et c'est beaucoup plus que 57 millions. » Effectivement, les chocs à la tête, ça peut laisser de grosses séquelles. Autrement, ce mercredi, il y a la Nati qui jouait contre le Danemark. Et j'ai une pensée émue, oui. Pour ces Danois qui sont partis de rage du stade Saint-Jacques à la 83e minute. La Suisse qui gagne 3-0? Ouais, on trouvait ça louche. Hein. D'ailleurs, moi je pensais qu'il fallait un match retour pour une remontada. Mais visiblement non. L'expression remonter comme un coucou a pris tout son sens. Non mais on s'emballe trop vite. C'est comme à la Coupe du Monde en 2010, quand on a gagné le premier match contre l'Espagne. Et ensuite on perd contre le Chili, on fait match nul contre le Honduras. Ou en 2014,
quand on a surchombré les Français et au final on s'est pris 5-2. Footballeur, c'est le seul travail où tu peux faire plusieurs fois des fautes professionnelles sans te faire virer. En championnat suisse, la décision est prise. Il va y avoir un gros investissement dans l'introduction de la VAR. Franchement, la VAR en Super League. Le jeu est déjà au ralenti. Moi, je pense que vous pouvez économiser quelques millions. Alors, pour vous, est-ce que le gâchis de l'équipe de Suisse ce mercredi est dû au manque d'expérience de certains joueurs ? Bon, alors c'est vrai qu'on a quand même bien rigolé côté suisse après le retour des Suisses face à la Belgique. On a quand même trouvé le scénario beaucoup moins marrant face au Danemark. Vous étiez à Saint-Jacques. Je vous pose carrément la question. À 3-0, c'était quoi le titre de votre papier ? À 3-3, qu'est devenu le titre de votre papier ? Alors, c'était la Suisse souveraine face au Danemark. J'avais un article à donner au coup de sifflet final. J'ai gardé le même titre à 3-1. À 3-2, je l'ai changé un peu. Puis à 3-3, j'ai effacé mon article et j'ai recommencé. Mais c'était la Suisse souveraine face au Danemark. Et ça s'est terminé par ? Je ne sais plus, le Danemark arrache un nul inespéré en titre un peu bateau. Ouais. Bon, l'équipe de Suisse, est-ce qu'on a entendu le terme faute professionnelle ? Est-ce qu'il y a eu faute professionnelle, messieurs ? Moi, je pense pas. Après, voilà, chacun a son opinion. Je crois que l'équipe suisse, depuis un petit moment, je crois qu'elle montre des superbes choses. Après, il ne faut pas la juger sur un match. Je pense qu'il y a juste encore ce petit déclic à faire pour passer un petit peu dans le tableau des grosses équipes, mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie en tout cas. Laurent ? Non, faute professionnelle, il n'y a pas eu. M'a dit Daniel Saint-Jacques. L'histoire nous a dit que l'erreur de coaching la plus tragique de l'histoire suisse avait été commise en 2006 à Cologne, quand on a sorti Alex Frey une minute avant le début des tirs de penalty. Là, on sort Chaka. Oui, on sort Chaka, mais il y a 3-0. Chaka a une petite pointe. Chaka mérite aussi une sortie avant le coup de sifflet final pour une standing ovation qu'il a mérité. Je pense que là, le risque était minime. Non, mais après, les 11 joueurs sur le terrain doivent être capables de conserver une victoire. Ok, ça n'a pas été le cas, mais on peut être que déçu. Maintenant, moi, j'ai envie de garder surtout les 83 premières minutes qui ont été extrêmement bien faites de la part des Suisses. On a enfin vu aussi un vrai Xhaka capable de se projeter vers l'avant, d'amener un peu plus sur le plan offensif. Alors, peut-être libéré parce que Shaqiri n'était pas là, j'en sais rien. Mais là, moi j'ai aimé. Et puis ce que j'ai le plus... Je suis très heureux, c'est qu'on a vu enfin 2 bons matchs de la part de Freuler en équipe nationale. On le voit chaque week-end avec l'Atalanta, dans un jeu tourné vers l'avant, avec toute sa technique. Il est capable de faire ça en Italie. Et là, on l'a revu, on l'a vu enfin en équipe nationale. Il n'a pas un grand passé international encore, il n'a même pas 10 matchs. Oui, mais on était tout le temps déçus de ces matchs en équipe nationale. Oui. Et là, on était enfin content de ses performances sous le maillot national. Je vous parlais des titres de la presse, notamment des titres de Tim Guimin. Regardez d'autres titres qui ont paru justement suite à cette défaite. Alors bon, impardonnable, équipe de Suisse, ça je crois que tout le monde est d'accord. Malgré la déception, la Suisse doit sortir grandie. Il va quand même m'expliquer comment. La Suisse dérape de manière impardonnable, encore une fois. On a surtout l'impression de voir une presse plutôt déçue. La Suisse s'écroule et rumine un nul fou. C'est vrai que la fin de match était folle. L'équipe de Suisse qui était quand même privée d'un certain nombre de titulaires importants, est-ce que privée de 3-4 bons joueurs, l'équipe de Suisse redevient une équipe ordinaire ? Mais moi, j'aime pas trop ce mode impardonnable, pardon. Je trouve que... Moi, je suis d'accord avec Tim. Je trouve qu'il est un peu fort, ce mot. Parce qu'on doit pardonner à cette équipe de Suisse qui a fait, comme dit Laurent, 83 bonnes minutes. Et oui, à la fin, il manquait d'expérience, ça c'est clair. Je pense que les 7 dernières minutes, un entraîneur de 2 inter ou de 3e ligue serait devenu fou. La team, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je ne pense pas que c'est un manque d'expérience. Il faut parfois aussi mettre en avant ce que font les adversaires. Les Danois ont fait pareil quelques jours plus tôt contre le Kosovo. Ils sont revenus de 0-2 à 2 partout. Là, les Suisses n'ont juste pas été capables de gérer ce moment-là. Je ne pense pas que c'est une question d'expérience. C'est une question juste... Par exemple, Yann Sommer, on ne peut pas dire qu'il n'a pas d'expérience. Non, mais si tu as Lichtsteiner, non, mais Sommer, est-ce qu'il a de l'expérience ou pas ? Non. Réponds à ma question. Est-ce qu'il a de l'expérience ou pas, Sommer ? Yann Sommer, déjà, pour moi, c'est pas le meilleur gardien en Suisse en activité. Je te réponds déjà à ça. Moi, maintenant... c'est pas la question que je te pose. Je te demande, est-ce que Sommer est un gardien d'expérience ou pas ? C'est pas la question. La question, c'est ses sorties aériennes. C'est pas grave. Oui, alors, le problème de Sommer, c'est ses sorties aériennes, mais visiblement, on lui a demandé également de ne pas trop sortir. Apparemment, c'est Folletti, l'entraîneur des gardiens. Il fait quoi sur le troisième ? C'est une option qu'ils ont prise l'année passée en Russie. Ils ont dit qu'il vaut mieux défendre la ligne que l'espace. En Russie, on peut dire que c'était
c'était couronné de succès, cette approche. Mais là, c'est vrai que sur le 3e goal, Yann Sommer, il fait peine à voir. Ben oui. Je pense que j'ai encore vu Roman Bürki jouer samedi contre Wolfsburg. Roman Bürki, il défend l'espace. Je suis d'accord. Mais au moment où il est dans les buts, là actuellement, Sommer, on ne peut pas me dire qu'il n'a pas d'expérience. Là, il interprète mal ce qui se passe devant lui. Il ne doit pas sortir et malheureusement, il sort et il prend le but. C'est une réalité, c'est pas un manque d'expérience. Ça, c'est la réalité sommaire. Paulo Diogo. Et on reviendra sur ma question de base, privé de 3 ou 4 titulaires, est-ce que l'équipe de Suisse est une équipe ordinaire? Moi, je pense pas, parce que je pense qu'il y a des autres joueurs qui se sont montrés. Et après, revenant sur Sommer, je pense qu'il a l'expérience, parce qu'il joue dans un grand club en Allemagne. Je pense qu'il peut gérer des situations comme ça. Après, je pense qu'il y a un manque de chance. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que c'est le manque d'expérience. Est-ce que Fabian Schär sur le terrain, ça aurait changé quelque chose? Mais moi, je pense que oui. Alors, désolé. Peut-être. Désolé, Paolo, mais... Donc, merci l'UEFA et ses protocoles. Les attaquants qui ne gardent pas les ballons, Mbolo qui encore pas se vise pour garder le ballon, faire remonter le bloc, les défenseurs qui font des fautes bêtes, le milieu qui recule trop. S'il y a Lichtsteiner, s'il y a Xhaka sur le terrain à ce moment-là, je ne pense pas que la Suisse recule autant, je ne pense pas que la Suisse prend 3 buts. Le problème, c'est que Xhaka, tu es obligé de le sortir. Non, mais je dis pas ça. De toute façon, il n'est pas là. C'est un fait. Il est blessé, on mène 3-0, le coach sent qu'il faut malheureusement le sortir. Donc pour moi, c'est pas une question d'expérience. Les 2 hommes qui auraient été capables de poser le jeu dans le camp danois en cette fin de match, c'est Haris Seferovic et Xherdan Shaqiri. Ça, je veux dire, ces 2-là n'ont pas été remplacés lors de ces 2 matchs. Même si à 3-0, même si on peut se féliciter. 3-0 quand même. Pendant 83 minutes, on se pose pas la question. Mais je discute pas. Mais Loris Benito qui fait un match comme ça, c'est aussi parce qu'il n'a pas l'expérience du haut niveau. Il faut aussi voir ça, à mon avis. Alors oui, Yann Sommer, ses sorties sont catastrophiques, mais je pense quand même que la Suisse... Non, ça a sorti. Là, il n'en fait qu'une. Il n'y a qu'une où il est fautif. La première, c'est difficile quand même à sortir. Voilà. Le premier but, c'est un ballon qui tombe de ses 5 mètres. Non. C'est bien tiré. On peut dire que où je peux te rejoindre, c'est que c'est un manque de communication entre lui et éventuellement Akenji. Mais c'est pas que la faute de Sommer. Vous savez, Yann Sommer, il ne faut pas oublier qu'il a quand même raté une sortie contre l'Irlande du Nord. Dans le temps additionnel du match retour, qu'il a pu nous entraîner dans une prolongation. Et là, c'est Ricardo Rodriguez qui sort de la tête. Donc on sait que Yann Sommer, c'est un gardien qui ne sort plus. Justement, mais apparemment, quand vous avez l'entraîneur des gardiens, Folletti, qui lui interdit quasiment... Non, il ne pas Folletti qui lui interdit. C'est qu'ils ont décidé les deux d'évoluer dans ce registre, dans tel registre. Ouais. Peut-être que si Bürki était le titulaire de l'équipe de Suisse, Folletti dirait, avec Bürki, on va défendre l'espace. Moi, c'est un gardien que j'apprécie depuis qu'il était à Bâle. C'est un gardien exceptionnel au pied, il peut tout faire. Sur la ligne, c'est un chat, j'ai aucun problème avec ça. Mais là, il faut dire les choses. Malheureusement, il fait une mauvaise interprétation du jeu. Il doit rester sur sa ligne, il ne doit pas sortir. Et ça coûte ce but. Et ça coûte malheureusement la victoire. Il faut bien l'avouer quand même, défensivement et sur les dernières minutes, ça a été un peu panique à bord. Alors, on sait que... Mais ça pousse aussi, Philippe. Vous avez des Danois qui viennent de marquer un but, ils veulent venir... Eux, ils n'ont plus rien à perdre. Défense remaniée, des arrière-gardes différentes et contre la Belgique. Arrière-garde différente, d'abord contre la Belgique, ensuite contre le Danemark, en cours de jeu, défense à 4, puis à 3, il y a quand même de quoi un petit peu déstabiliser. Mais ils ont l'habitude de ça maintenant. Je pense que les joueurs ils sont préparés à ça, que ça soit dans leur club ou que ça soit en équipe nationale. Je pense que tous les entraîneurs travaillent 2-3 systèmes pour pouvoir changer pendant le match. Et puis si les professionnels ne sont pas capables de passer d'un système à l'autre en plein match, il faut qu'ils fassent un autre métier, ces gens. Je suis d'accord, Paulo, mais sur le terrain, à la fin de les 10 dernières minutes, Mbabou, Elvedi, So, Benito, ces 4 joueurs-là, ils ont, je crois, même pas 20 sélections à eux 4. Pour moi, là, s'il y a Seferovic, s'il y a Xhaka, s'il y a Shaqiri, le Danemark ne remonte jamais. Ça, c'est mon avis. Ça, on ne pourra pas le dire. Mais voilà, on ne pourra jamais le prouver. Je pense que dans ce match-là, il y a quand même eu un coaching qui est discutable, parce qu'à la mi-temps, Rodriguez est blessé, il fait le pari de mettre Benito et de passer une défense à 4. Alors on aurait pu aussi introduire Klose et jouer une défense et continuer à jouer une défense à 3. Il a pris le pari Benito, les faits ne lui ont pas donné vraiment raison. Oui, mais là, Laurent, je ne peux pas être d'accord avec toi. Pendant 83 minutes, il est sur le terrain, Benito. Et puis c'est une défense à 4. Il y avait quand même 3-0. Je veux dire, à un moment donné... Oui, mais on a toute la deuxième mi-temps, ils ont quand même subi... Parfois, on essaie de trouver des explications, des choses. Mais ce match-là, on peut l'interpréter de 1000 manières différentes. Je veux dire, l'équipe de Suisse ne doit jamais ouvrir le score s'il y a la VAR. Après, on prive les Danois d'une égalisation pour un hors-jeu qui est inexistant. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, les Danois, ils ont quand même beaucoup plus montré que l'équipe de Suisse. Mais l'équipe de Suisse a été très efficace devant avec la frappe de Xhaka et le Mbolo. Alors là, vous avez quand même pas mal parlé de l'organisation défensive et puis de ce couac de fin de match. Parlons un petit peu plus devant. Alors bon, vous avez évoqué un petit peu cette animation offensive. Moi, je me rends compte, par exemple, que Seferovic, il a été tellement critiqué. Et puis, tout à coup, il n'est pas là et puis personne ne le réclame. J'aimerais bien avoir l'avis des Ballois là, qui l'ont sifflé contre l'Irlande. Oui, ça m'intéresserait de l'avoir leur avis maintenant. Maintenant, il y a tout le monde qui était à Bâle, personne
tous les gens qui ont assisté à ce match suisse-Irlande du Nord, il n'y en a pas un qui va dire « j'ai sifflé Seferovic ». Exactement. Et quand même, il y avait 25 000 personnes, à mon avis, il y en avait 15 000 qui l'ont sifflé. Absolument. Et malgré tout, ces sifflets, il les méritait quelque part, parce qu'il je suis pas complètement d'accord avec toi. pas mal d'occasions. Mais il a travaillé pour l'équipe. Mais oui, bien sûr. Mais c'est important. Messieurs les journalistes, on laisse une fois parler le technicien. Non, moi je ne suis pas d'accord. Après, qu'on le siffle comme ça, c'est pas parce qu'on loupe des choses qu'on doit être sifflé. Après, c'est l'image qu'il donne. Il s'est toujours battu pour l'équipe, il n'a jamais triché. Après, ouais, des fois, il a du déchet, chose qu'il n'avait pas dernièrement, qui nous arrangeait. Mais je pense que, voilà, il a toujours, chaque fois qu'il est venu avec l'équipe suisse, il a mouillé son maillot. En tout cas, c'est ce que j'ai vu de mon poste. C'est ça, oui. Je te rejoins. Il a beaucoup de déchets par moment en équipe nationale, ce qui n'est plus le cas, on va dire, depuis 3-4 mois, que ce soit même en club ou avec le maillot national. Mais on ne peut pas siffler un joueur qui est seul devant, qui se bat pour garder des ballons. Mais en effet, il faut aussi que les gens comprennent que le foot, c'est pas juste marquer des goals. Oui, mais on peut siffler l'attaquant qui rate 3 fois l'éléphant dans le corridor. Et c'était son problème dans ce match-là. Mais là, je veux dire, après qu'il a rebondi d'une manière parfaite, pour lui, le tournant, c'était cette semaine qu'on a passée à Lugano avant le match contre la Belgique. Il a retrouvé une forme de sérénité. Il s'est expliqué pourquoi son parcours, pourquoi il était resté à Benfica. Et il y a ce match après contre la Belgique, où il met un hat-trick, un goal du droit, un goal du gauche, un goal de la tête. Ouais. Franchement, moi, j'aurais jamais pensé qu'il puisse faire ça face à l'équipe. Je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier aussi sa bonne série de l'automne 2017, où il marque, alors on va me dire, ok, c'est la Lettonie, c'est Andorre, mais il marque quand même régulièrement. Oui, c'est la Lettonie, Andorre. Voilà. Non, mais je donne le contre-argument, mais il était quand même là dans ces matchs-là, il faut quand même marquer. Oui, mais c'est toujours bien quand même. Même en club, il fait une super saison. Ça se voit qu'il est bien dans sa tête. Justement, il vient encore de marquer ce week-end. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est l'attaquant numéro 1 en Suisse? Mais une petite précision sur l'automne 2017, il marque contre l'été et contre Andorre, mais par contre, à la finalissime à Lisbonne, on ne l'a pas trop vu. On a vu qui alors, au niveau de l'équipe, qui était bon contre... D'accord, mais on ne l'a pas vu. Bah oui, bon, ça reste un sport d'équipe où il y a 11 gars qui courent, il n'est pas tout seul. Hein. Quelle indignité, le roi d'Ukraine, de sortir cet argument-là. Toute l'équipe est passée au travers à Lisbonne, excusez-moi. Non, mais c'est vrai. Il y avait un grand Portugal, c'est pour ça. C'est peut-être ça aussi. Bon, aujourd'hui, si je résume avec cette équipe de Suisse, on a discuté de Sommer. Il y a quand même Burki qui mériterait peut-être aussi sa place. On a fait un peu le procès de Sommer il y a quelques instants. En défense centrale, Cher, qui était absent par la force des choses, s'impose, je crois, incontestablement. Akanji Elvedi, c'est la défense centrale idéale, je crois qu'on peut le dire comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au milieu du terrain? Lang Mbabou, qui est l'alternative à Lichtsteiner. Lichtsteiner, il a une position un peu bizarre. Juste une chose, dans votre réflexion, c'est une défense à 3. Oui. Ok, d'accord. Est-ce que c'est l'avenir de l'équipe de Suisse, la défense à 3? Si vous mettez une défense à 3, alors à droite, la question ne se pose pas. Avec Cher ou sans Cher, qu'on voit ici blessé. Vous mettez Babou à droite, ça ne se pose pas une seule question. Une seule seconde la question. Babou, il a fait un match extraordinaire contre la Belgique. C'est lui qui fait tourner la rencontre. C'est lui qui va provoquer le penalty. C'est lui qui amène le deuxième goal. C'est lui qui va provoquer en corner pour un autre goal. Il a un potentiel physique, un pouvoir offensif qui est unique. Et on ne peut pas s'en priver. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va en plus, on va dire à 99,9%, rejouer à l'étranger. Et le fait qu'il soit de nouveau à l'étranger à partir de la saison prochaine va faire qu'il n'y aura plus de discussion entre un joueur qui joue en Allemagne à Gladbach, qui est Lang, et puis lui qui va jouer à l'étranger. Dans une défense à 3, une défense à 4, je rejoins Laurent Ducret, c'est un peu plus compliqué, je pense. Il a quand même des lacunes de replacement. Et il est très offensif. Ouais. Ouais, alors, on peut le voir des deux manières, mais je pense qu'il est tout à fait, je suis d'accord avec vous, d'une défense à 3. C'est sur un début de Danois, il est mal placé. C'est lui qui coupe complètement le hors-jeu. Donc, manque d'expérience encore. Ouais. Non, pour moi, ça c'est de l'intelligence de jeu, c'est pas de l'expérience. Là, il doit faire attention, il doit être attentif. Hein. Si on continue un peu cette revue d'effectifs de l'équipe de Suisse, je ne vous ai pas entendu encore prononcer les noms de Zakaria ou d'Edmilson Fernandez. C'est ça l'avenir aussi? Oui. Mais pour avoir lu... Pas un peu barré par chacun. Non, pour avoir lu quelques papiers sur le matin.ch dernièrement, je rejoins Tim que Zakaria a beaucoup d'énergie, amène beaucoup de choses, mais c'est vrai que techniquement, il doit élever maintenant son niveau de jeu. Il ne peut pas avoir autant de déchets dans cette position-là qui est très importante pour pouvoir offrir des ballons sur les côtés ou devant au niveau du centre avant. Et c'est là où l'absence d'un Shaqiri se ressent quand lui a ce déchet technique. Hein. Il n'a encore pas les contrôles orientés de Paulo Diogo à l'époque. Là. Merci, Tim. Non, mais c'est vrai, il a beaucoup d'engagement dans la récupération, mais c'est vrai qu'après, avec l'utilisation du ballon, c'est un petit peu moins bien. C'est pour ça que moi, je me réjouis d'avoir vu ces deux performances. Je reviens sur mon Remo Freuler, mais moi, j'ai adoré ces deux matchs de la part de Freuler. Je suis content de voir le niveau qu'il a eu enfant en équipe de Suisse, celui qu'on voit régulièrement avec l'Atalanta en Serie A. Quoi. Freuler, Lang, Mbabou, Zakaria, finalement, il a fallu ces hommes
hommes-là pour relancer l'équipe de Suisse. On s'est privé quand même volontairement de Zemaili, de Berami, de Djourou, Alfred Fernandez, Lichtsteiner dans une moindre mesure. Mais il fallait ça pour relancer l'équipe de Suisse et pour qu'elle passe ce cap, un cap supplémentaire. Pourquoi vous relancez jusqu'à maintenant Donc, comme elle plafonne, comme elle ne parvient jamais à passer un cap de huitième de finale, la dernière fois qu'elle a passé un cap lors d'un match important, je vous rappelle, c'était en 1954. Alors, vous n'étiez pas né. Donc aujourd'hui, l'équipe de Suisse, elle doit passer quand même un cap supplémentaire. Elle n'est pas en demi-finale d'un tournoi là, actuellement, l'équipe de Suisse. Oui, d'accord, mais enfin, ça reste encore à prouver la valeur de cette. Elle a gagné son groupe. Elle a gagné son groupe. Elle est en demi-finale au Portugal. Pour le moment, je pense que ça se passe pas trop mal. Bon, même une victoire en Ligue des Nations, ça ne vaut quand même pas une belle demi-finale de Coupe du Monde. Oui, bon, c'est comme ça, d'accord. On le voit effectivement comme ça. Non, mais c'est vrai qu'on peut pas y affranchir. On a tous été déçus par ce huitième de finale contre la Suède, où on se dit tous, c'est le moment. Pas déçus, on était mortifiés. Ouais, mais oui, plus que déçus, vous avez raison. On s'est dit, voilà, on a tous parlé de 54 en disant, c'est le moment, ce quart de finale. C'est vrai que là, c'était tellement un non-match qu'on vous rejoint. On peut pas y affranchir, ça c'est clair. Oui, parce que l'équipe de... Il est franchi régulièrement, c'est pas lui. Elle a failli... La Belgique, c'est troisième la Coupe du Monde. Oui, mais vous avez vu ce qu'elle fait? C'est la Ligue des Nations, c'est pas... Alors, c'est un match amical. La Ligue des Nations, c'est... alors. mais Lukaku qui est retenu par Manchester United qui vient pas, peut-être que Lukaku, ça avait été un match de Coupe du Monde, il aurait joué ce match-là. C'est pas le summum. Le summum, c'est cette Coupe du Monde, c'est la compétition suprême. Et là, on est passé à travers. Soyons francs, et ce sera la Suède, je suis d'accord. Soyons francs, et ce sera la dernière remarque dans un match décisif. La dernière fois que l'équipe de Suisse vous a fait vibrer, mais n'est pas passée, c'était quand l'Argentine, c'était la Pologne à l'Euro, avec ce goal de Shaqiri. Après, Shaqiri, vous savez, j'ai peut-être en faible pour lui, mais Shaqiri, pendant une demi-heure, il a marché sur l'eau. Et ce jour-là, la malchance qu'on a eue, c'est que Derdiok, il a manqué de résolution peut-être dans le dernier geste. Et là, on passait. Ça, ce jour-là, l'équipe de Suisse a fait vibrer tout le pays, je pense. En tout cas, la prochaine échéance pour l'équipe de Suisse, vous l'aurez compris, c'est le Final Four de la Ligue des Nations, si importante pour Laurent Antonelli en juin au Portugal. La Suisse va sauver le trophée, j'aimerais vous voir. Moi, je ne demande que ça. La campagne qualificative pour l'Euro, elle reviendra ensuite avec un déplacement pour la Suisse en Irlande. Ce sera le 5 septembre, 3 jours avant la réception. J'ai peur que la Ligue des Nations, j'ai peur que la Ligue des Nations, si on le compare avec le hockey sur glace, c'est un peu la Coupe de Suisse ou la Coupe Spengler. Je crois que Paulo Diogo est d'accord, la Suisse va battre le Portugal en demi-finale. Non. non, c'est pas non. Voilà, c'est 55-50, je vais dire. 55. Puisque vous parlez du Portugal, il n'y a pas que la Suisse qui était en compétition ces dernières semaines. D'ailleurs, je vais vous tester très rapidement comme ça. Tiens, je vous dis, il a marqué son premier but. Ça va vous faire plaisir. Il a marqué son premier but sous le maillot de l'équipe de Suisse face au Danemark. C'est peut-être facile. Peut-être Freuler. Allez, c'était Freuler. J'ai pensé à vous, effectivement, Remo Freuler, joueur d'Atalanta. Vous savez qu'il a désormais marqué un seul but, je dis bien un seul but avec les moins de 18, les moins de 19, les moins de 20, les moins de 21 et un but avec... Donc c'est fini. Maintenant, c'est terminé. Voilà, il ne peut pas aller plus loin. Maintenant, il n'arrête pas, il va marquer tout le temps. Allez, deuxième question. Quelle est l'équipe nationale qui compte aujourd'hui la plus longue invincibilité? Sa dernière défaite remonte à novembre 2017. Kosovo. On l'a dit en même temps. Allez, on va lui laisser pour une fois qu'il peut prendre l'avantage quelque part, on va lui laisser. Effectivement, c'est le Kosovo qui vient encore de faire match nul la semaine passée contre la Bulgarie. Kosovo, 130e équipe mondiale, mais qui reste sur 8 victoires et 4 nuls. Fait du bon travail quand même, Bernard Chaland. Hein. Pas trop mal. Oui, c'est bien. Ouais, mais c'est vrai que le foot un peu, savoir un petit peu, ils ont des bons joueurs aussi. Ouais. C'est normal, ils les prennent tous en Suisse, de toute façon. Ils sont formés en Suisse, puis ils finissent au Kosovo après, derrière. Je pense que pour Bernard Chaland, il fait du bon travail, mais pour lui, l'heure de vérité, ça sera l'année prochaine avec ce barrage pour se qualifier pour l'Euro contre la Géorgie. Via quoi? Via la Ligue des Nations? Non, pas via la Ligue des Nations, mais oui, via la Ligue des Nations. Merci. Mais ça va être, là, ça sera soit il passe, soit il casse, et ça sera un peu l'heure de vérité. 2 matchs à gagner, ouais. Ce serait fantastique. Les questions sont décidément trop faciles ce soir, on va quand même continuer. Il est devenu le plus vieux joueur à marquer pour l'équipe d'Italie après son doublé sur pénalty face au Liechtenstein. Quagliarella. Si. Tout le monde parvient à prononcer correctement. Fabio Quagliarella, 36 ans, 54 jours, et il dépasse... Alors là, par contre... je vous aurais peut-être collé quand même. Qui dépasse? Pas Rossi, non Filippo Inzaghi, non? Christian Panucci. Okay. Voilà, de quelques jours. Avant-dernière question. Il vient de fêter la semaine passée sa 100e sélection en équipe nationale et il a inscrit 2 buts contre la Russie. Alors, il faut déjà trouver l'affiche du match. Eden Hazard. Oui.
Plus fort. Eden Hazard, pardon. Eden Hazard, effectivement, le Belge, qui, entre parenthèses, semble être la priorité numéro 1 de Zidane dans son recrutement pour Je la crois que saison c'est la priorité de pas mal de monde. Oui, mais le Real Madrid, ils veulent tout. Ils veulent tout, Zidane. Ils veulent Il n'y aura plus de compétition nulle part. C'est pas bon, ça. Ouais, mais il faut encore les avoir, hein, même si on les veut. Hein. C'est pas l'argent, je pense, ça fait pas tout, même si c'est important pour eux. Mais après, On sait que normalement, il aurait dû avoir un bon de sortie de Chelsea, mais pour le moment, Chelsea est interdit de recrutement par la FIFA. Alors, c'est un peu difficile de savoir s'il va pouvoir quitter Londres ou pas. Et oui, lui veut jouer au Real, le Real le veut, donc c'est plutôt bien parti, on va dire. Dernière question. Sur les 2 premières journées de qualification pour cet Euro, quel est le ou les matchs qui ont été les plus prolifiques en but? Réfléchissez bien. Norvège-Suède. Il y a comme un piège. Norvège-Suède, 3 partout. Angleterre, Donc 6 buts. 6 buts. Comme Danemark, pour Suisse-Danemark, 6 Voilà. buts. Monténégro 5-1. Juste. Il y en a encore 3 autres. Bah, c'est juste Norvège. Oui, c'est juste. Non, c'est faux. Ah, d'accord. Non, c'est juste. Norvège-Suède. Norvège-Suède. non, pas 3-3. Mais il y en a encore 6 buts, c'est ça? Ouais, 6 buts, c'est le record en fait. C'est de la Roumanie, peut-être Dans la Roumanie, ils ont fait 4-1 contre les Ferrés. Ouais. Merci. C'est quand même pas mal. Hein. Allez, je vous aide. Israël contre Ah oui, Autriche, 4-2. bien sûr. Et les Autrichiens, c'est plus terrible. Hein. Ça commence à baisser sérieusement. Kohler est plus là. Hein. Ouais, c'est Oui, ça. non, là, Et j'irai puis, pas il y a un jusque-là. dernier match. Allez. Parce que Kohler n'est plus là, mais Kohler, il est parti. Déjà, ça n'est pas très bien. fort. Hein. Non, c'est vrai. Ouais. D'accord. Et puis un dernier match. Allez, c'est beaucoup plus proche de nous. Ça nous touche quasiment. Ah, bah l'Italie. Italie, Liechtenstein, Ah oui. 6-0 effectivement pour l'Italie. Bah, messieurs, je crois qu'on peut dire quand même que vous êtes des puits de science. Hein. Vous en êtes plutôt bien sortis. C'est avec ces puits de science qu'on arrive déjà à la mi-temps de cette émission. On va se retrouver dans quelques instants pour évoquer le classico roman de la semaine, à savoir mercredi à la Pontaise, Lausanne face à Servette. A tout de suite. Retrouvez désormais Téléclub Zoom sur le canal 0. Fêtons ensemble cet événement. Partez à Madrid, assister à la finale de la Ligue des Champions le samedi 1er juin. Téléclub vous offre les places en VIP, les billets d'avion et la nuit d'hôtel. Vivez l'un des plus grands événements de l'année en direct du stade Wanda Metropolitano. Tentez votre chance à l'adresse suivante www.teleclub.ch/finale. Le voyage et l'hébergement seront organisés par footballreisen.com. Semaine anglaise en Raiffeisen Super League. Les matchs s'enchaînent et chaque point compte. Tous les buts et tous les duels directement chez vous. Ne manquez rien de la 27e journée, mercredi et jeudi, en direct sur Téléclub Sport. La Raiffeisen Super League sur Téléclub. Présenté par Raiffeisen et Blick. La magie du football, version Bella Italia. Ne manque rien de la Série A directement dans ton salon. Tous les matchs de la Série A Team, c'est en direct et en exclusivité sur Téléclub Sport.
Retour sur le plateau de match après match. À ma gauche, Paolo Diogo, Laurent Ducret. À ma droite, Tim Guillemin et Laurent Antonioli. Je vous rappelle notre hashtag TCMAM, c'est sur Twitter ou encore notre page Facebook pour réagir. C'est d'ailleurs grâce aux réseaux sociaux que l'on a appris que Neymar était présent dans les tribunes de la Pontaise ce week-end. Alors je suis d'accord, là on fait un petit peu dans le people, messieurs, mais Neymar hospitalisé depuis aujourd'hui dans une clinique de la Riviera pour soigner certaines addictions, est-ce que c'était inévitable ? Oui, forcément, puisqu'il pense plus à, on va dire, à faire autre chose que du football actuellement, partir au Brésil, faire le carnaval pour se soigner. Moi, j'ai un peu de la peine. Donc, s'il peut, en effet, se reconcentrer sur le football, ce ne serait pas la mauvaise chose. J'ai envie de dire, quelles addictions, Paolo Diogo ? Il a tellement de demandes. C'est vrai que c'est pas facile. Après, je sais pas, ses addictions, ce qu'il fait de sa vie privée, mais déjà dans les sponsorings comme ça, il voyage à travers le monde. Alors, c'est vrai que ça lui prend déjà énormément de temps. Après, on a aussi un club qui laisse faire. Oui, c'est vrai. C'est peut-être aussi le problème du club. Laurent Ducret, ça vous fait sourire, tout ça. Je pense qu'il est venu à Lausanne. Vous dites qu'il est à Lausanne depuis ? Oui, depuis ce week-end. Il sait que mercredi, il va avoir une très belle équipe. Oui, il verra effectivement le derby de la Pontaise. Non, il verra une très belle équipe. Oui. À la Pontaise. Bon, écoutez, moi je vous propose, on va conseiller à Neymar effectivement de regarder le match à la télévision, ou bien d'aller à la Pontaise, puisqu'il sera en direct sur Téléclub Zoom, commenté d'ailleurs par Laurent Antonioli. Vous ne serez pas seul, hein ? Non, avec Claude Gross. Avec Claude Gross aux commentaires. On va rester d'ailleurs un petit... Oui, allez-y. Je dis, ça fait 2 bonnes raisons de regarder Téléclub. Voilà, absolument. Au moins 2 bonnes raisons. Allez, on va d'ailleurs rester dans le people. Il n'y en avait quasiment que pour la Ligue des Nations la semaine passée, sauf dans les magazines que vous retrouvez habituellement, notamment dans la salle d'attente de chez votre dentiste. C'est ainsi qu'on a pu avoir des nouvelles d'Enzo Zidane dans Ici Paris, l'ancien Lausannois vit à Madrid avec sa petite amie vénézuélienne Karen qu'il fréquente depuis 3 ans. Paraît-il que ça le rend plus fort. N'a pas vendu l'accompagner souvent du côté de la Pontaise. Ça va beaucoup moins bien pour Benjamin Pavard, le champion du monde qui évolue à Stuttgart. Selon Journal de France, lune de miel terminée avec Rachel Legrain-Trapani, ancienne Miss France. Les footballeurs, visiblement, c'est plus son truc. Elle avait déjà fréquenté le Nantais Aurélien Capou. Du coup, un footballeur, ça se doit de fréquenter une footballeuse, ça évite les ennuis. Kylian Mbappé, encore une fois, montre l'exemple. Le public s'étend cette semaine sur, je cite, 2 ados pudiques qui n'osent s'avouer leurs sentiments. La bague au doigt, c'est donc pas pour tout de suite, sauf pour Paul Pogba, explique Paris Match. Mais c'est Pogba lui-même qui a offert cette bague à un homme, ou plutôt à des hommes, c'est-à-dire aux autres champions du monde, l'histoire de se remémorer leur titre de 2018. Et puis, Laurent Antonioli, je suis désolé, mais encore une fois, dans la rubrique People, je n'ai rien trouvé dans les pages. Mais enfin, on connaît quand même vos préférences et on sait qu'il y a de la concurrence. Regardez, en regardant Touche pas à mon pote, j'ai quand même assisté à quelque chose qui devrait vous inquiéter. Cyril Hanouna a tenté en direct d'embrasser Estelle Denis sur la bouche. Il va sérieusement falloir vous repositionner, Laurent, et puis après ça, vous réglerez ça avec Raymond Domenech. Oui, mais d'abord, je vais régler ça avec Estelle, tout d'abord. C'était notre revue de presse. Vous adorez Estelle Denis, on va pas le cacher. Absolument. C'était notre revue de presse People de cette semaine, et on peut sans danger vous annoncer que les prochains gros titres de ces prochains jours, ils évoqueront le football lémanique avec le derby qui nous attend mercredi. Et mercredi, ce sera le 17e match opposant Lausanne à Servette dans le cadre de la Challenge League. En gagnant, évidemment, Servette fera un très grand pas vers la promotion. Un rendez-vous en direct sur Téléclub Zoom, évidemment que je vous invite à ne rater sous aucun prétexte. Mercredi, derby roman de Challenge League à l'honneur sur Téléclub Zoom. Leader depuis la 12e journée, le Servette FC a l'occasion de faire un grand pas vers la promotion directe face à son rival vaudois. Après une victoire et un match nul face au Grenat, le FC Lausanne Sport doit s'imposer pour toujours y croire. Ne manquez pas Lausanne-Servette ce mercredi, en direct et gratuitement sur Téléclub Zoom. Le match en direct de la VRAC.ch Challenge League avec VRAC.ch. Nous aussi, on va être direct. Laurent Ducret, si Servette gagne, ça fera 13 points d'avance avec à 9 journées de la fin. C'est la promotion qui va donc se jouer mercredi. La promotion directe, en tout cas. J'ai la naïveté de croire qu'elle est déjà jouée, que c'est déjà joué la promotion directe. Parce qu'ils ont quand même 10 points avec 10 matchs de la fin. Donc c'est quand même un super matelas. Et je pense que ce qu'on voit au niveau de la jury depuis 6 mois, nous indique qu'il y a quand même plus photo entre Lausanne Sport et Servette. Et je pense que c'est mérité, cette promotion. On doit donner un grand coup de chapeau à Alain Guéguer,
qui joue au football, et que même quand il rencontre des équipes qui partent en bus, ou même 2 bus devant leurs 16 mètres, Servette attaque. Servette ne renonce jamais et Servette passe. Bon, Paulo Diogo, je rappelle que vous êtes un ancien joueur et de Servette et de Lausanne. Bon, ça fait un petit quart de siècle, à peu près. Hein. Ouais, pas encore. Presque. Bientôt. Ouais, bientôt. Bon, finalement... on se dit que Lausanne a rendu de grands services régulièrement à Servette parce que Lausanne a laissé partir des points bêtement tout au long de la saison. Ou est-ce que la saison de Lausanne ne va commencer que mercredi? Parce que finalement, il n'y a pas trop de jeu. Hein. Moi, c'est un peu provocateur. J'espère pour eux, mais je ne pense pas, comme on a dit. Je pense que Servette, il est sur une dynamique de premier. Il a la confiance du premier. Il y a tout qui lui réussit. Il propose, il montre du jeu, pas comme Lausanne. Lausanne, je t'ai regardé 2 ou 3 fois. C'est vrai que ça ronronne. Ils n'ont pas vraiment un vrai buteur non plus. Voilà, je pense que ça va être très difficile pour Lausanne. Il faut qu'ils se concentrent, à mon avis, sur la 2e place. Pour continuer le tour de table, Tim Guillemin, j'ai un problème avec Servette. C'est que même si on a envie d'être un petit poil critique, ce qui est un petit peu aussi le propre de cette émission, on ne trouve pas. Bon, ils ont quand même perdu quelques points bêtes. Voilà, mais bon, c'est normal. Par rapport à Lausanne, c'est pas beaucoup. Non, mais bien sûr. Donc oui, non, mais je vous rejoins. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont gardé leur dynamique même après l'hiver. Ils sont impressionnants. Ils ont plusieurs joueurs qui peuvent faire des différences et marquer. Ils sont solides derrière. Et cette équipe n'a pas vraiment de points faibles. Je suis d'accord. Ouais, peut-être au but. Si on ose s'autoriser une critique sur Servette, je pense que pour jouer en Super League, il faudrait, à mon avis, un gardien qui soit... L'Afrique a re-signé jusqu'en 2022. Voilà, donc évidemment qu'on ne va pas me donner raison, mais je pense que pour moi, si je suis directeur sportif de Servette, peut-être que j'aurais fait un effort à ce poste-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on va quand même dire que Lausanne a les moyens de battre Servette. D'ailleurs, c'est déjà arrivé cette saison, hein. On le sait, on va revoir d'ailleurs là les images. Lausanne est invaincu contre Servette depuis le début de la saison. Voilà, avec une victoire à Genève dans un match, on va dire, bien payé pour Lausanne, parce que de mémoire, je crois qu'il y a un coup franc sur la transversale de Castella. Ce qu'il faut rappeler surtout, c'est que Lausanne a joué à 11-39 pendant plus d'une mi-temps. Ouais, et qu'en deuxième mi-temps, on était plus près du 1 partout. À 9 contre 11, justement. Oui, ouais. Servette a failli égaliser. Ce match-là était un des tournants de la saison. Pour Servette. Oui, pour Servette et pour Lausanne. Parce que Servette, ils ont vu que Lausanne, malgré tous les moyens financiers qu'ils ont pu engager cette saison, n'était pas intouchable. Et Lausanne a dû se rendre compte que Servette allait être un sacré adversaire. Ils sont invaincus, il y a encore un match nul à la Pontaise. En tournant pour la crédibilité d'Alain Geiger aussi, parce qu'à 9 contre 11, il fait des changements offensifs. Ça avait été salué par tout le monde et il avait acquis beaucoup de respect. Mais en même temps, il est mené aussi au score. Donc qu'est-ce qu'il a finalement à perdre de le faire? Et je trouve que le message que vous transmettez à vos joueurs est plutôt bon. On est mené, mais moi je vous mets des joueurs offensifs parce que je crois que vous pouvez le faire. Mais il y a un autre entraîneur qui peut dire à 9 contre 11, s'il est mené en 0, il dit écoutez, ce soir, de toute façon c'est rideau, on va essayer d'en prendre le moins possible et peut-être qu'il fait des changements plus défensifs. Oui, c'est une différence de mentalité. Et là, Alain Geiger a plutôt voulu aller chercher un partout que de se dire j'en prends peut-être 2 ou 3. Et ça lui donne raison, je pense, en effet, pour la suite. Mais peut-être qu'il a, comme on dit, il a fait du bien à Servette, mais je pense qu'il n'a pas fait du bien à Lausanne, parce que depuis qu'il y a eu ce match, Lausanne, ils sont un petit peu tombés un petit peu dans leur... Lausanne joue sa dernière carte. Ça, c'est clair. Mais Lausanne, franchement, est-ce que les Lausannois n'ont pas laissé passer une belle occasion cette saison? Il suffisait, excusez-moi, c'est un peu réducteur ce que je veux dire, mais il suffisait de jouer un petit peu plus, simplement. C'est pour ça, par provocation, je vous disais tout à l'heure, il faudrait peut-être lancer la saison. Philippe. Vous avez franchement vu un jeu... c'est ce que je vous dis, ça, ce sont des mots. Sur le terrain, s'il n'y a pas de jeu, faut être réaliste. Ça explique les 6 nuls à la maison qui vont coûter cher. Bien sûr, bien sûr. Moi, je reste persuadé que Giorgio Contini est un bon entraîneur quand il est capable de contrer l'adversaire. C'est un entraîneur qui est capable de mettre en place un système pour gêner l'adversaire. Et je pense que quand il doit faire le jeu ou créer du jeu, comme face à des équipes qui mettent 2 bus, il est plus en difficulté. Et moi, ce qui me dérange depuis le début de la saison, c'est qu'il a trouvé un système qui est maintenant son 4-4-2 en losange et il ne change pas. C'est-à-dire que l'adversaire, il fait de la vidéo avant de venir... Il avait commencé à 3 l'autre fois. Pardon ? Il avait commencé à 3. Au début de saison. Au début de saison, et maintenant, il a changé. Il est venu avec ce losange, depuis que l'arrivée de Kukuruzovic, notamment, et il ne change plus. Les équipes adverses de Challenge League font de la vidéo. Et vous êtes capable de contrer ça maintenant. Et ce que fait Geiger, c'est qu'il change. Une fois, il joue un milieu de terrain en losange. Une fois, il joue en 4-3-3. Une fois, il joue en 4-2-3. Il modifie quelque chose. Il essaye de surprendre un peu l'adversaire, ce qui n'est plus le cas avec Lausanne. C'est vrai que si on anticipe un peu, on peut se dire que c'est bien pour le barrage, parce que comme le dit Laurent,
Giorgio Contini, c'est un entraîneur qui sait défendre, qui sait contrer. Donc on peut se dire que contre une équipe joueuse de Super League... Il faut juste faire le barrage. Là. Oui, non, mais... Parce que Haro revient quand même. Il ne faut juste pas l'oublier. Et pour faire le barrage, il faut aussi marquer des buts. Or, on sait que Servette, depuis le début de la saison, c'est à peu près 3 buts marqués par match. Est-ce qu'aujourd'hui, Lausanne, on l'a encore vu ce week-end contre Chiasso, n'arrive pas à marquer des buts? Contre Servette, il faudra en tout cas marquer 3 buts. C'est un petit peu une comparaison qui peut paraître paradoxale, mais il faut marquer des buts aussi face à ce Servette-là. Est-ce qu'aujourd'hui, Lausanne est capable, offensivement, de l'apporter autant? C'est difficile à dire parce qu'offensivement, vous avez un attaquant comme Bouès qui vient d'arriver, qui a de la peine à trouver ses marques. Je dirais la bonne nouvelle, c'est que Zekiri a pu rejouer durant ce week-end avec les moins de 21 ans, mais il a manqué, on va dire quoi, un mois, quand même, un bon mois. Et jouer le derby comme ça, tout reposer sur un gamin, c'est quand même compliqué. Margiotta est réintégré dans la première équipe. Alors, au niveau individuel, c'est le meilleur attaquant qu'ils ont. C'est le meilleur attaquant. Au niveau des pieds, c'est un joueur qui a une technique exceptionnelle. Maintenant, chez lui, c'est la tête, quoi. Il faut voir dans quel sens est son cerveau. S'il est dans le bon sens, c'est un joueur... Non, mais c'est un joueur qui a le niveau de Super League. C'est pas un joueur de Challenge League, Margiotta. Il faut le dire très clairement. Sauf qu'actuellement, il n'a pas le cerveau au bon endroit. Il y a beaucoup de joueurs de Super League actuellement au LS? Actuellement? Non, je pense pas. Qui ont le niveau de Super League actuellement. Moi, franchement... Peut-être Thomas Castella. Je suis un petit peu... Non, parce que je pense au barrage et une éventuelle promotion, quoi. Non, pour une équipe qui voulait vraiment monter, je trouve que, voilà, après, c'est difficile d'attirer des joueurs, mais je trouve que peut-être qu'ils auraient pu mieux faire dans le recrutement, en tout cas. Il y a quelque chose, moi, qui m'a étonné encore dans l'attitude du LS, notamment ce week-end contre Chiasso, c'est que finalement, le LS a commencé à presser son adversaire, mais un peu dans l'urgence. Vous l'interprétez comment? Giorgio Contini, la veille, dit il faut être patient. Chiasso va nous attendre, va poser le bus, comme a dit Laurent avant. Et où Servette agresse son adversaire dès les premières minutes de jeu, Giorgio Contini, il l'a dit en conférence de presse le jour avant. Voilà, nous, il faut qu'on soit patient. Et on peut même marquer à la 93e minute. Comme vous avez dit, il a attendu la 85e pour attaquer à peu près. Ça a marché des fois. Contre Kriens, il gagne dans les arrêts de jeu. Mais si on regarde le match, pour avoir vu le match, à la 85e, Kriens a une occasion dans les 5 mètres de marquer eux-mêmes le 3-2. Et c'est ça que je ne comprends pas du côté de Lausanne. C'est que Lausanne doit beaucoup plus prendre les choses en main. Ce que fait Servette. Servette est une équipe qui prend les choses en main et qui va de l'avant. Et on voit Sautier qui monte, on voit les milieux de terrain qui sont offensifs. Et au final, si vous êtes offensif et que vous voulez créer du jeu, vous avez des occasions. Ouais. Et puis l'adversaire fait aussi des erreurs. Parce qu'à force de défendre, ça fatigue. Et puis à un moment donné, ça crée des brèches. Alors pour revenir sur le derby, justement, l'avantage par rapport au match face à Chiasso, par exemple, c'est que face à Servette, Lausanne aura quand même plus d'espace. À côté Super League, en amical, il gagne tout le temps. Alors ouais, c'est ça. Des matchs amicaux, oui. Ce ne sont que des matchs amicaux. Oui, mais je vais quand même. Ce sont peut-être des matchs amicaux, mais je voudrais quand même rappeler les résultats parce que on a compilé ça. Ils ont fait 2-2 contre IB, 3-0 contre Xamax, 2-0 contre Sion, 2-1 contre Thun et 3-0 contre Lucerne. Il n'y a quand même pas de quoi craindre un autre club de deuxième division. Non, j'ai pas vu les matchs, j'ai vu les scores. J'ai vu le match. C'est une équipe B de Lucerne. C'est même pas une équipe de Super League. Tous les internationaux ne sont pas là. Mais il faut le gagner. J'ai aucun problème de ça. Il faut mettre les goals. Ils l'ont fait. Très bien. Mais malheureusement, ils sont confrontés à des équipes qui ne leur proposent pas le même type de jeu. Et là, je rejoins Tim. Peut-être qu'en effet, contre Servette, qui va être joueur, peut-être que du coup, entre guillemets, c'est le meilleur entraîneur qu'il faut. Alors, il faudrait peut-être prendre Giorgio pour le barrage et pour jouer 2 fois ou 4 fois contre Servette de la saison, puis tout le reste, vous prenez un autre entraîneur. Je crois que le barrage, s'il l'oppose, j'espère que le Châtelet-Xamax va se sauver directement, mais s'il l'oppose à le Châtelet-Xamax, je ne pense pas que Stéphane Anchaud va laisser beaucoup d'espace aux Lausanne Sport. Ça, c'est sûr. Je pense que là, le barrage, ça va être aussi une tâche très ardue pour Lausanne Sport. Promet du spectacle, Laurent, ce que tu proposes. Paulo Diogo, je vous pose une question un peu à la con là, pour un ancien joueur des 2 clubs, mais la culture de la gagne, vous l'avez plutôt senti à Lausanne ou plutôt senti à Servette? Ça dépend de l'équipe qu'on avait. Au début, c'était à Lausanne parce qu'on avait gagné la Coupe Suisse. On avait vraiment une superbe ambiance. Et puis, en fait, ça va avec les résultats, de toute façon, qu'on gagne et qu'on prend la confiance et ainsi de suite. Après, il y a aussi une période aussi à Servette. Après, c'est toujours par période, de toute façon. Et ça dépend des résultats, toujours. Et comme je l'ai dit, on cherche quand même pas mal de défauts du côté de la formation d'Alain Gaguet. On a quand même de la peine à en trouver. Il y a une stabilité quand même dans cette équipe. Et puis, il y a une complémentarité. Maintenant, il y a un collectif exceptionnel.
on regarde encore ce week-end, on a vu qu'il y avait une belle complémentarité, notamment en attaque, entre Schalke et Koné. Du coup, Chagas, qui est devenu un remplaçant, un joker de luxe. Quel meilleur buteur de l'équipe. Quel meilleur buteur de l'équipe en étant remplaçant. Finalement, c'est peut-être aussi un problème qu'il faudra gérer. Il y a abondance de biens du côté de Servette aujourd'hui. Il y a Vutriche, il y a plein de joueurs. Oui, il y a plein de joueurs. Et le recrutement a été réussi. Timothée Cognac, qui est impressionnant aussi. Cognac et Stefanovic, une complémentarité exceptionnelle. Non, mais il y a une profondeur, c'est sûr, du côté de Servette. Et je pense qu'Alain Gaillard a un joli problème à régler. Tu es coach. Ça, c'est un beau problème. Oui, c'est un beau problème à régler pour Alain Gaillard. Ce qui est intéressant, c'est que sur le dernier match, vous avez 2 remplaçants qui rentrent et qui marquent, Emery et Chagas. Donc ça veut dire que vous avez toujours des solutions sur le banc. Et Follonier qui fait une percée extraordinaire aussi. Avec la talonnade pour Chagas. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les joueurs... Alors là, je rejoins Paolo. C'est-à-dire quand il y a les bons résultats, même le remplaçant, il est, entre guillemets, il fait pas la tête, quoi. Il est content de jouer, il est content de rentrer. Vous connaissez pas Chagas. Non, mais on est comme tout joueur, mais ça passe plus facilement. Je pense que Geiger, il a mis un système où tout le monde est concerné. Alors, je pense que tout le monde, pour l'instant, est sur Stéphori et puis veut monter. Après, pour Simon, c'est une autre chose. Mais pour l'instant, je pense que tout le monde va jouer le jeu parce que tout le monde est tellement content de monter. Ouais. Je vais vous poser la question. Je vous ai déjà posé la question concernant Lausanne tout à l'heure, mais de façon un petit peu détournée. Là, je vais être plus direct. Est-ce qu'aujourd'hui, Servette a les moyens techniques d'éviter une saison à l'Axamax ? La saison prochaine, bien sûr. Oui. Mais ils auront surtout les moyens financiers de l'éviter, parce que je pense que, vous savez que c'est bien Rolex qui soutient le club, et je pense que Rolex, il doit quand même être titillé par les moyens engagés par Ineos à Lausanne, et je pense que ça fait une rivalité saine pour Rolex, et je pense qu'ils vont donner les moyens au Servette FC d'asseoir sa place l'an prochain en Super League. Et on sent en ville de Genève en frémissement depuis ça se voit pas au niveau du public. On sent comme... Stade, hein. Oui, mais ça va venir. Moi, j'aimerais quand même juste opérer les moyens illimités d'Ineos. Ineos, c'est une société qui pèse entre 43 et 50 milliards suivant les chiffres. Mais c'est pas cet argent-là qui est à disposition du Lausanne Sport. Je trouve qu'on confond un peu tout. Quelle enveloppe, finalement, a Lausanne Sport pour recruter ? Moi, elle n'est pas illimitée, quoi. C'est pas un puissant fonds comme on peut Lausanne, il a combien de budget ? 12 millions. 12 millions. Pour une Challenge League, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est pas illimité non plus. Non, pas illimité, mais 12 millions pour une Challenge League. Pas les d'Ineos. Ineos, ils viennent d'acquérir la plus grande équipe cycliste au monde, l'ancienne Sky. Ils vont être sponsors du défi britannique de la Coupe de l'Amérique. Ils le sont déjà. Oui, ils le sont. C'est bien ce que je veux dire. Et je m'étonne aussi... Qu'est-ce qu'ils font devant la faillite sportive de ce club, de Lausanne Sport ? Pourquoi ils ne réagissent pas encore ? C'est ça qui de Genève, nous étonne un petit peu. Ça veut dire c'est quoi ? Tu t'attends à quoi ? À mon avis, donne-moi un exemple. je vais être franc du collier, comme il aime mon ami Philippe. Je pense qu'à Genève, avec Giorgio Contini, s'il avait le résultat qu'il a eu, s'il était à la tête de Servette au lieu d'être à la tête de Lausanne, il n'aurait pas vu le printemps. Je suis d'accord. La différence, c'est qu'à Servette, tu as un président qui est là au quotidien. À Lausanne, je m'excuse, mais Lausanne Sport, c'est une des 26 ou 27 unités que doit gérer Ineos, et il laisse un peu ça de côté. David Thompson ou Bob Radcliffe, ils ne sont pas là au quotidien, ils laissent Pablo Iglesias seul gérer ça, et il n'y a pas une direction au quotidien qui est là comme elle peut être à Servette. Ce club est mal géré. Je pense que ça, on peut le dire. Tout en haut, il y a un certain... Il est mal géré par les dirigeants, aussi par la direction sportive, si je vous comprends bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne veux pas mettre la faute sur Pablo Iglesias pour l'instant. Non plus. Franchement, moi, je la mets plus sur la relation qu'il y a entre le sportif et la direction du club. Il n'y a personne qui incarne ce club. Le football que présente le Lausanne Sport, ce n'est pas le football. Mais ce n'est pas la faute du directeur sportif, ça. Oui, mais rapidement, quand même, on va quand même dire un petit truc positif concernant Lausanne pour clore ce débat. Prenons maintenant le phénomène inverse. Lausanne bat Servette. Oui, il restera 7 points à 9 matchs. Il faut qu'on conclue rapidement. Il restera 9 matchs, 7 points finalement au championnat, loin d'être joué à ce moment-là. Malgré tout ce qu'on a pu entendre sur ce plateau. Il y a un tel écart de niveau. Philippe, je vois, même si Lausanne battait Servette à 2 reprises, il resterait 4 points. Je vois mal Servette égarer 4 points contre après, c'est une question de dynamique. Après, c'est une question de dynamique. Tout d'un coup, si Servette, en effet, perd quelques matchs, ils ont perdu contre Chiasso. On ne pensait pas qu'ils allaient perdre contre Chiasso. Ils ont fait 0-0 contre Ville. On ne pensait pas qu'ils allaient faire 0-0 contre Ville. Donc après, c'est une question de dynamique. Tout d'un coup, s'ils perdent, oui, ça peut tout d'un coup avoir un déclic négatif pour Servette. Merci Laurent. Lausanne-Servette, 27e journée de BCL. C'est mercredi sur Téléclub Zoom. Vos matchs que vous pourrez également suivre sur notre site internet téléclubzoom.ch. Vous l'avez entendu, on approche de la fin des débats. On est entré déjà depuis un petit moment dans le temps additionnel. 2 ou 3 choses encore qu'on a pu noter ces derniers jours et qui demandent réaction, notamment suite au match Sion-Grasshoppes. Plusieurs voix se sont élevées pour définitivement éradiquer les hooligans des stades de Suisse. En fait-on assez selon vous? C'est compliqué. Allez, parlez-moi de vos copains.
J'aime pas ce débat. Le mot hooligan, c'est votre mot. C'est mon mot. Alors moi, ils n'ont rien à faire dans un stade, très clairement. Des supporters, des fans qui sont là pour encourager leur équipe, aucun problème. Mais le mot hooligan que tu avais utilisé, n'ont rien à faire ici. Bon, est-ce qu'on considère comme hooligan des gens qui viennent de balancer, comme ici à Tourbillon lors du match face à Grasshoppre, des engins pyrotechniques sur la pelouse? C'était des ultras devenus hooligans. On joue un peu sur les mots quand même. Hein. Ouais, ben non, mais les mots sont importants. Mais là, on doit condamner ces faits. Il n'y a aucun problème. On est tous d'accord. D'ailleurs, on attend toujours que la Swiss Football League. Demain, je crois. Demain mardi. Mais il y a quand même eu un match à Getse entre-temps. Hein, donc ils auraient pu être suspendus de terrain. Par exemple. Je crois qu'à un moment, il faut qu'ils prennent leur responsabilité, ces gens-là, quand même. Mais oui, on doit condamner ça. Ça, c'est sûr. On doit condamner ces gens-là. Et il y a des gens qui prônent des solutions encore beaucoup plus drastiques, draconiennes. Écoutez par exemple Christian Constantin, le président du FC Sion. Et moi, je suis assez clair depuis plusieurs années. Je pense qu'aujourd'hui, si on continue à admettre que les supporters des clubs adverses se déplacent, on aura ce genre de choses. Tant qu'on ne prendra pas des vraies mesures en disant ça sert à rien de faire une meute de supporters pour qu'ils présentent ce qu'ils ont représenté là, puis ça part de la gare Sion, dans le cas qui nous occupe pour venir jusqu'ici, on n'arrivera pas à maîtriser toutes ces choses. Quand les gens veulent venir casser, tu ne peux pas les empêcher, donc empêche-les de venir. Le débat qui continue pendant les propos de Christian Constantin. Visiblement, il y a quand même des avis qui divergent. Paulo Diogo, vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Constantin? Non, parce que les vrais supporters, ils ont le droit de venir au match. On ne peut pas les interdire. Après, comme il a dit, on peut interdire les hooligans ou comme ça. Après, je ne sais pas comment on peut faire ça, mais les supporters, il a le droit de venir au match. On ne peut pas interdire à un supporter de venir au match. Je trouve ça que c'est pas normal. Moi, je comprends ce qu'il dit. Je peux aller dans son sens, mais j'aimerais pas. Nous, on aimerait qu'il y ait une fête dans un stade. Et encore une fois, moi, j'arriverai jamais à comprendre ces gens-là. Ils sont là pour venir voir un match de foot, pour venir fêter le football, et puis ils font ça. Moi, je comprends pas. Les gens qui se battent dans un stade, je comprends pas. Mais bon, apparemment pour eux, ça paraît normal. Ils ne se sont pas battus dans le stade. Non, mais je reviens pas là-dessus. Non, mais ça, c'est la suite logique. Je parle en général. C'est la suite logique. Non, franchement, oui. Non, c'est pas la suite logique. Écoutez, des matchs avec, excusez-moi, mais avec des supporters du FC Sion, de Zurich, de Grasshoppre, et voire encore d'un ou deux autres clubs, que ce soit en foot ou au hockey ou dans d'autres sports, ça finit toujours en bagarre. Ils vont même se déplacer dans des villes où ils ne sont pas concernés pour aller encore faire de la bagarre avec d'autres supporters. Franchement. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Il n'y a pas de systématique. Les supporters, les ultras, pour moi, ils font partie intégrante du spectacle dans matchs de Super League. Et même des fois, ils font un tifo. Même la pyrotechnie, je m'excuse, même si c'est interdit, pour moi, c'est même plus sympa des fois le spectacle de tribune que sur le terrain en Super League. Et moi, je suis désolé, ils font partie intégrante de la culture du football en Suisse. Et il faut condamner les dérapages. Voilà, mais je pense qu'il faut faire très attention aussi aux liens de causalité en disant c'est la suite logique. Non, c'est pas la suite logique. Il y a des ultras qui sont virulents, qui peuvent être contestataires, mais qui ont le droit de s'exprimer dans les stades. Bon, j'ai moi-même été un petit peu supporter, donc je comprends. Quel club FC Fribourg, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est comme ça se passe pas très bien actuellement, c'est vrai. Et là, vous n'avez pas envie de contester. J'ai jamais été lancé d'engin pyrotechnique à Saint-Léonard, ça c'est sûr. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à maîtriser ce phénomène des ultras qui pose problème, même si effectivement vous estimez qu'il ne faut pas les écarter des stades, qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, elles n'ont servi à rien. Les interdictions de stade, franchement, Paulo Diogo, vous êtes interdit de stade, vous voulez voir un match, vous rentrez dans le stade et vous le savez. Oui, je pense, ouais. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé d'être interdit, mais je sais pas, mais je pense que les supporters, on ne doit pas les interdire. Après, on doit faire un travail, je sais pas lequel, mais voilà, pour interdire les hooligans, mais les supporters, ça fait partie de l'équipe, pour moi, je trouve. Bon, on espère en tout cas que cette fin de saison se passe plutôt bien. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait des problèmes de supporters lors des matchs encore à haut enjeu. Et puis maintenant, en fait, on se tape sur la gueule un peu n'importe quand et n'importe comment. Il faut dire les choses comme elles sont, même si ça vous fait rire. Allez, puisqu'on parle de choses un peu désagréables dans le monde du foot, il y a une décision de justice également que j'aimerais évoquer aujourd'hui. Le tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'un footballeur amateur fribourgeois pour lésion corporelle. Ça explique tout. Voilà, c'est ça. Donc, condamné un footballeur amateur pour lésion corporelle par négligence. Alors, ce footballeur avait brisé la cheville d'un adversaire lors d'un tacle dangereux et le blessé avait porté plainte contre le joueur. Alors, finalement, quand on voit ce qui se passe sur les terrains amateurs tous les week-ends, c'est la porte ouverte pratiquement à des plaintes toutes les semaines, quoi. Ah oui. Bah oui. C'est un problème, d'accord avec vous, là, je suis assez, très proche à Genève d'une équipe de vétérans, là, le FC Choulet, qui joue les matchs, et je vois ce qui se passe. C'est vrai, des fois, il y a des tacles assassins, peut-être par maladresse, ou je ne sais pas. Sans doute par maladresse. Oui, je pense que ce qui reste sur le terrain,
doit rester à la justice sportive de statuer. Ça doit être à la justice sportive et rien qu'à la justice sportive de statuer. Ce qui s'est passé sur le terrain. Dans le cadre d'un geste mal maîtrisé, je suis d'accord. Ça, oui, mais après, oui, bien sûr, il y a eu des incidents à Genève avec Versoix, ça je suis d'accord. Mais là, que ce soit en foul, ça doit rester à la justice sportive. D'accord. Donc c'est la porte ouverte parce qu'il y a jurisprudence maintenant. Hein, c'est la porte ouverte à d'autres plaintes. Et n'importe qui joue un peu trop... Bon, ce joueur qui a été condamné, il avait pris d'abord un carton jaune, ensuite le rouge. Et la justice a estimé quand même que le football, ça engendre également un certain risque. Ça voudrait dire que tous les... si on prend d'après là, il pourrait être condamné, par exemple. Mais vous savez, aussi, dans ces matchs de vétérans, on a l'impression qu'ils jouent la finale de la Coupe du Monde tous les samedis. Donc on arrive à ce genre de folle. Ouais. C'est pas un hasard. Le FC Schuller, un match important d'ailleurs, non? Oui, samedi contre Black Boys, contre quart de finale de la Coupe de Suisse contre le Black Box de Hakan-Yakin. À 17h30. Voilà. Contre le quoi? Le Black Box Zurich de Hakan-Yakin. Alors, puisqu'on y est, allez, un petit mot sur la deuxième Ligue interrégionale. Vous êtes entraîneur du FC Saint-Prix, ça se passe Black Star, pardon. Ça se passe moyen. On a gagné les 2 premiers matchs, on a perdu ce week-end, mais ça va, merci. Et avec vos Lugans, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, les ultras, il n'y a pas de souci. Mais c'est chaud à Saint-Prix, il y a un bon public par contre, hein, il faut le dire. Tout à fait, c'est un des meilleurs publics de l'Inter, il y a du monde, et des filles dans le deuxième Ligue, c'était génial. C'est un club qui est vraiment sympa à suivre. Justement, on a vu, puisque vous parlez, il nous reste encore une toute petite minute, puisqu'on parle de ces ligues régionales, le public, ça peut être... non, on n'aura même pas le temps d'évoquer, mais enfin, c'est vrai que le public dans les ligues régionales est peut-être aussi un peu difficile à maîtriser. Il n'y a pas que dans les stades de l'élite helvétique. Ben voilà, messieurs, merci. C'est la fin de cette émission. Vous avez entendu le coup de sifflet. On va également remercier Neymar, qui nous aura peut-être regardé ce soir, mais sans doute pas d'une clinique lausannoise, qui n'a évidemment pas rejoint pour se soigner. En fait, je vous le dis franchement, il y a Signaux Lausanne. Mais il va pas avoir Servette. Non, il y a Signaux Lausanne Sport, en fait. Voilà. Allez, Philippe Passerelle et Andy Graff étaient aux commandes de cette émission ce soir. Vous retrouverez Elodie Croza la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Match après Match. Restez bien sur Téléclub Zoom. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et à très bientôt. Bye bye.